Docteur Chersek, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé F2S. Alors, on prépare la journée mondiale de la santé. La prise en charge dans les hôpitaux pose toujours problème. Qu'est-ce qui explique réellement cela selon vous? Bon, d'abord, il faut savoir ce que c'est que la santé. La santé, ça ne se résume pas uniquement à un état de bien-être physique, parce qu'au-delà d'être apte physiquement, il y a aussi sur le plan psychologique, parce que nous savons pertinemment que l'être humain, en dehors du cadre anatomique, est commandé par ce qu'on appelle un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Donc, vous avez vu même récemment des événements assez douloureux avec la perte de 2 vies humaines à cause d'un problème crucial, c'est la santé mentale. Donc aujourd'hui, doit être sur le plan mondial la vision? Parce qu'au nom de l'OMS, nous pensons que la santé d'abord, ça doit être universel. Donc c'est une couverture. Une couverture doit être basée sur une bonne politique de promotion et de prévention, surtout. Parce que je ne pense pas qu'on doit traiter la maladie et non laisser la santé. Donc avant d'avoir des soins curatifs, c'est de faire en sorte comment permettre à la personne de ne pas tomber malade. Donc vous avez parlé tout à l'heure du cadre hospitalier, c'est important. Mais il ne faut pas oublier que le cadre hospitalier est un cadre de référence. Ça veut dire que c'est un malade qui aujourd'hui est dans des difficultés, qui ne peut pas être pris en charge dans des zones opérationnelles, qu'on le réfère dans un hôpital. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que cette personne-là tombe malade? C'est ça l'élément fondamental sur lequel les gens doivent s'appuyer. L'autre élément, si vous arrivez en hôpital, vous êtes un accidenté de la circulation, vous avez des traumatismes, vous êtes opéré, vous êtes là avec des limitations sur le plan articulaire, de faire en sorte de voir comment faire pour que le retour de la fonctionnalité, c'est-à-dire aujourd'hui de pouvoir mieux utiliser ses jambes, en tout cas toute son articulation. Donc les 3 volets, c'est les soins c'est la prévention, la promotion, il y a les soins curatifs, mais il y a ce qu'on appelle les soins de réadaptation ou de rééducation fonctionnelle. Si j'insiste beaucoup plus sur la politique de prévention, et c'est là où réellement nous tombons dans les pièges. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de beaucoup investir sur la politique hospitalière en achetant du matériel sophistiqué, ça veut dire des IRM, ou bien on nous parle de transplantation, on nous parle d'autres choses, en oubliant que mieux vaut prévenir que de guérir. Ça a arrivé chez les pays européens. À une certaine période, ils ont beaucoup plus négligé certaines maladies qui étaient des maladies tropicales, qui touchaient beaucoup plus les pays africains. Aujourd'hui, vous allez à Paris ou bien ailleurs, s'il y a 2 cas de paludisme, c'est un problème réel de santé publique. Donc, ils ne sont pas préparés à ça. C'est pour ces raisons, quand vous avez vu la Covid arriver en Europe, les structures sanitaires n'étaient pas préparées, il y a eu beaucoup de morts. Contrairement en Afrique, où les gens avaient l'habitude d'avoir des infections virales comme la grippe et autres. Comme la grippe et autres. Donc, l'autre élément aujourd'hui, on est en train de voir dans le cadre même de la lutte contre l'insuffisance rénale. J'entends beaucoup plus avec nos autorités, ou bien en tout cas certains responsables et cadres du système de santé, parler de transplantation rénale. C'est extrêmement important, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça coûte et quel est le travail qui doit être fait en ce sens? Parce que pour faire une transplantation rénale, il faut avoir un donneur qui accepte de donner son rein. Combien ça coûte? Plus d'une dizaine ou bien même voire une vingtaine de millions en termes de coûts. On a besoin de centres de dialyse. Il y a combien de centres de dialyse? Malgré cela, il y a combien de malades qui restent aujourd'hui et ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'ont pas de lit? Mais il faut agir sur ce qui est responsable de cette insuffisance rénale. C'est quoi? Le rein, c'est quoi? C'est un organe. C'est comme un moteur d'un véhicule. Si vous mettez une mauvaise huile, si vous mettez du mauvais carburant, si en tout cas c'est pas bien réglé, la personne va détruire son rein. Et si ça détruit son rein, c'est valable aussi pour les problèmes liés au diabète. Parce que vous avez un problème de foie. C'est valable aussi pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Parce que nous mangeons beaucoup de pois salés. Donc aujourd'hui, il y a un service qui est le service de l'éducation pour la santé. Quel est son rôle dans le cadre de cette prévention-là? Vous ne le verrez pas à la place du service de l'éducation pour la santé. Qu'est-ce que vous voyez devant les télés et les radios? Quelqu'un qui s'appelle Doucouré, quelqu'un qui s'appelle
m'excuser de prendre le nom, mais c'est un exemple uniquement, qui est devant sa télé pendant 1 heure de temps, qui peut te dire que je peux soigner n'importe quelle maladie, sans pour autant vous dire la décoction, le dosage, la teneur même des produits qu'il utilise. Et on est en train de détruire les reins des Sénégalais. Qu'est-ce que les gens ont fait dans le cadre de la politique de prévention pour ce qu'on appelle notre alimentation? Et justement, n'importe quel produit. Oui, justement, c'est l'occasion de parler du problème de la couverture maladie universelle. Mais c'est là où je parle. Je parle de la couverture maladie. J'ai dit, on tend vers une couverture maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Mais on ne peut pas atteindre la couverture maladie universelle quand on saute des étapes. Ce n'est pas de dire aujourd'hui qu'on a relevé le plateau technique. Vous aurez beau acheter des scanners, vous aurez beau regarder le cadre de cancer, des maladies cancérigènes. Chaque année, le nombre de cas augmente. Est-ce que les gens investissent dans la politique de prévention? Les gens ne savent pas ce qui est à l'origine de ces maladies selon le développement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'insuffisance rénale. Moi, je suis un partisan de la politique préventive. Aujourd'hui, tous nos enfants, s'ils ont la chance, contrairement à d'autres pays, où certaines maladies, rougeole, coqueluche, diphtérie, tétanos font des ravages, tel n'est pas le cas dans notre pays. Parce qu'on a une bonne politique de vaccination, on parvient à vacciner nos enfants de 0 à 5 ans. C'est là où on doit redéfinir notre politique de santé. On n'a pas les moyens. On ne peut pas aller dire que, par exemple, aux États-Unis, on a des trucs sophistiqués, on doit en faire aujourd'hui. Il ne faut pas que l'on aille dans le sens de cette folie, entre guillemets, d'une certaine catégorie de hauts cadres du système socio-sanitaire. Parce que impressionnez-moi les intéressés. Impressionnez-moi les intéressés. Et c'est ça le véritable problème. Il faudra qu'on arrête cette politique. Moi, je ne suis pas partisan d'une politique à outrance de penser qu'on doit acheter des ambulances, beaucoup d'ambulances ou autres. Parce qu'acheter une ambulance, ça signifie quoi? Que là où le malade a, la structure de référence n'a pas les moyens. Par exemple, si vous référez un malade qui est dans un village parce qu'il ne peut pas, c'est une parturiente par exemple, une dame qui ne peut pas accoucher normalement, c'est parce qu'il n'y a pas l'équipement là-bas. Aujourd'hui, récemment, on a vu des cas où, avec un collègue médecin qui est au centre de santé de Bambay, on discutait sur les AVC, les malades d'accidents vasculaires cérébraux. Parce que quand un malade vient avec un accident vasculaire cérébral, vous avez besoin d'un scanner pour avoir les résultats et agir vite, pour savoir l'état de la lésion. Vous prenez ce malade, vous le mettez sur une ambulance pour l'amener à Diourbel. Le temps qu'il va à Diourbel, à son retour, la lésion est complètement arrasée son cerveau. Et le malade peut mourir même au retour après le scanner. Au moment où vous avez les résultats, vous avez le diagnostic, le problème n'est pas réglé. C'est pour ces raisons que j'ai dit, il faudra que sur le plan de l'approche, même de ce qu'on appelle l'accessibilité géographique et du personnel qualifié, c'est le même cas dans l'insuffisance cardiaque. Quand quelqu'un te fait un infarctus du myocarde, ça veut dire qu'il te fait un arrêt cardiaque. C'est-à-dire pour faire les bons gestes, pour récupérer ce malade, vous n'avez que 8 minutes, au grand maximum, 8 minutes. Donc si au moment où la personne fait un arrêt cardiaque, les premiers secours, les personnes qui sont là, ne savent pas ce qu'ils doivent faire, vous dites qu'on l'évacue le malade, vous le mettez dans un taxi, avant qu'il arrive à l'hôpital, il va mourir. Et c'est des gestes banals qu'on peut apprendre à tout le monde, même dans la maison. C'est-à-dire aujourd'hui, on devrait faire des spots publicitaires devant vos télés, devant vos radios, quand on vous dit qu'une personne tombe comme ça, quels sont les gestes qu'on doit faire? Il faut éviter que cette personne-là avale sa langue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit le mettre en position latérale de sécurité. Comment on doit faire un massage cardiaque? Est-ce que vous comprenez? Pour essayer de faire redémarrer le cœur. Donc moi, je ne suis pas... L'hôpital, s'il y a une bonne politique de prévention, aura moins de malades. Et c'est là où on doit agir notre politique de santé. Et non pas courir derrière ces gens qu'on cherche à l'impression. Moi, je suis un grand partisan de la santé publique. La santé publique, c'est d'abord la prévention et la promotion de la santé. Maintenant, si on parvient à dépasser et limiter, les gens prendront en charge. Pour moi, c'est ma vision, moi, personnellement. Alors, mais selon vous, qu'est-ce qui explique aussi les longues attentes dans les hôpitaux? Après le lancement de New Deal technologique, on peut avoir espoir sur la rapidité du système sanitaire. Mais la prise en charge d'un malade, c'est parce que tout le monde pense qu'il doit se faire soigner à l'hôpital. Les gens n'ont pas la notion d'urgence. L'hôpital, le malade ne doit pas y aller seul.
un hôpital, c'est parce que vous êtes passé d'abord dans un poste de santé, dans un centre de santé, et que les gens savent que les conditions ne sont pas réunies pour te prendre en charge, ils te réfèrent à l'hôpital. Mais maintenant, c'est le contraire. Vous avez des céphalées, des maux de tête, immédiatement, vous quittez chez vous, vous allez directement à l'hôpital. Et vous dites que c'est une urgence. Mais c'est pour ces raisons que les gens sont débordés. Ça, c'est un véritable problème. L'autre élément aussi, quand il y a une évolution, on ne peut pas aller dans des hôpitaux où on veut un hôpital s'occupe de tout ce qui est spécialité. Finalement, ça ne sera pas bon. Regardez notre hôpital avant le CTO, c'était un hôpital d'orthopédie traumatologie. Donc, on n'avait pas de problème de lit, on avait suffisamment de lits. Maintenant, on veut diversifier toutes les activités qui sont là-bas. Il y a presque 20 services de spécialisation. Finalement, le service où réellement les gens attendaient, c'est le service d'orthopédie et de chirurgie générale. De chirurgie orthopédique, excusez-moi. Mais si vous n'avez pas suffisamment de lits et que vous avez 100 malades qui attendent et que vous n'avez que 40 lits, vous ne pouvez pas enlever les malades qui sont déjà hospitalisés. Si vous devrez avoir 30 salles de bloc opératoire, à l'hôpital, on n'en a que 14, dont 2 salles qui sont au niveau des urgences. Les 12 autres, ça se partage avec tous les autres services. Maintenant, si l'orthopédie doit opérer, par exemple, le jour J, il n'a qu'une seule salle. Même si vous avez suffisamment de chirurgiens orthopédistes, vous ne pouvez pas opérer. C'est de là où on parle. Maintenant, il faudra qu'on crée des pôles, parce qu'avant, c'est ça qui existait. Toutes les maladies qui sont en rapport avec la médecine sont logées à FAD. C'est-à-dire c'est la pneumo, c'est les maladies infectieuses, c'est peut-être la neurologie. Tout ce qui est traumatologie et orthopédie, c'est au niveau de l'hôpital général du Sepouy. Mais c'est ça l'efficience. Comme le Olaf dit, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de choses, mais d'avoir quelque chose d'assez propre dans le cadre du traitement et de la prise en charge. Les attentes dans nos services aussi, c'est lié à ça. Les infrastructures, vous devrez les construire sur la base de l'évolution de la population. Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans ou 15 ans, la plupart des Dakarois, ils ont leur maison dans la banlieue, vers Sangalkam, Kounoun, vers Bambilor et autres. Beaucoup de gens quittent ces zones-là pour venir à Dakar pour se faire soigner. C'est ce qui crée même les embouteillages dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, vous allez à Touba, je n'ai rien contre mes parents mourides. Ou bien vous allez à Tiawan, je n'ai rien contre mes parents tidjan. Vous allez construire un gros hôpital. Vous construisez un grand hôpital à Ahmadoul Khadim, alors qu'il y a l'hôpital de Ndamantou et l'hôpital de Moblaou Fodoni, que vous devrez améliorer. Sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base des critères géographiques qu'on construise des hôpitaux? Je suis d'accord pour Kaffrine, je suis d'accord pour Sédhiou, je suis d'accord pour Kédougou. Mais aujourd'hui, regardez la population de Kermassar, la population de Yeumbeul, de Tivaouane Peulh, de toute cette zone-là, mais c'est des millions de personnes qui habitent là-bas. Il doit y avoir un hôpital qui réponde aux normes pour éviter que ces gens-là se déplacent jusqu'au niveau de Grand Yoff ou bien de Fann ou ailleurs. En tout cas, merci Dr Chersek d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé F2S. Merci surtout pour votre disponibilité.